merci de nous retrouver en cette fin de semaine sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres que nous développerons dans cette édition. Le prince souverain a été reçu par le président François Hollande jeudi à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du forum MEDCOP21 à Marseille. Nous reviendrons sur les enjeux de cette conférence. Monaco Télécom a inauguré mercredi son tout nouveau data center. Comment cela fonctionne-t-il? Les réponses dans ce journal. Et pour terminer, retour sur l'exposition On Charts and Humanity qui vient de débuter son itinérance à Moscou. Nous débutons donc cette édition depuis la cité phocéenne. En effet, Marseille a accueilli sur 2 jours un forum méditerranéen sur le climat qui réunissait le président français François Hollande et le prince Albert II. Une équipe de Monaco Info a assisté à la cérémonie d'ouverture. La Méditerranée est une zone sensible au changement climatique. Cette région du monde réunit plus de 7% de la population mondiale. Un melting pot de nationalités et de cultures qui doit apprendre à dialoguer ensemble. La MEDCOP21 a donc pour ambition de rassembler ces populations afin de trouver des solutions communes. Nous habitons dans le même territoire, autour de la même mer, et que lorsque la France frappe le djihad en Irak, au Sahel, qu'il frappe Paris en son cœur, ou Tunis, au Bardo, c'est la même raison tout autour de la Méditerranée. Donc il n'y a pas que le climat au sens propre du terme, il y a aussi le climat politique, le climat économique, le climat social. Et pour ce qui est du climat, qui peut par son changement désertifier, rendre des zones plus difficiles à irriguer, toucher l'agriculture, toucher le commerce, toucher le tourisme de masse, là on a vraiment une réflexion à mener. Et la présence de Son Altesse Sérénissime, le prince souverain, était très importante parce qu'on sait que la principauté joue un rôle très important et que c'est une de ses préoccupations les plus fortes. Donc le président de la République française avait beaucoup apprécié que le prince soit là ce matin pour affirmer nous sommes tous méditerranéens, qui est le maître mot de cette réunion. Durant 2 jours, hommes politiques, collectivités locales, ONG ou encore entreprises s'étaient donné rendez-vous à la Villa Méditerranée à Marseille pour discuter autour de tables rondes avant la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui se déroulera du 30 novembre au 11 décembre à Paris. On n'est pas sûr au jour d'aujourd'hui de réussir la COP21 à Paris et pourtant il le faut. Parce que si nous, déjà, ça devient tangent pour respecter l'objectif de limiter à 2 degrés le réchauffement climatique. Donc il faut absolument qu'on arrive à Paris à avoir suffisamment d'engagement significatif de la plupart des pays du monde pour se fixer cet objectif-là, en ce qui les concerne. Et c'est vrai qu'il va falloir aider les pays en développement, les grands, les petits, à mettre en place les technologies qui leur permettront, comme l'a dit le président de la République ce matin, de passer directement d'une économie qui est moins développée que la nôtre à cette économie nouvelle qui va être générée par l'économie verte. La principauté de Monaco est depuis de nombreuses années impliquée dans l'environnement sous l'impulsion du prince souverain. Est abordé par la Méditerranée, il était essentiel qu'une délégation monégasque soit présente lors de l'ouverture de ce forum méditerranéen sur le climat. La principauté de Monaco mène une politique très ambitieuse pour limiter au maximum les rejets de gaz à effet de serre. Trois secteurs sont à privilégier. Les transports routiers sont un des plus gros secteurs d'émissions de gaz à effet de serre et la politique de Monaco est très ambitieuse dans le développement des transports en commun en site propre, dans l'utilisation des véhicules électriques par les résidents avec des aides, des subventions, une incitation à utiliser les véhicules électriques et les vélos électriques également. Aux côtés du souverain et du conseiller de gouvernement pour l'équipement, l'environnement et l'urbanisme, le vice-président de la Fondation Prince Albert II de Monaco avait également fait le déplacement, la Méditerranée étant l'une des zones phares d'action de la Fondation. C'est une des 3 grandes missions de la Fondation, d'agir contre le changement climatique, notamment en favorisant le développement des énergies renouvelables et en mettant en œuvre également des procédures d'efficacité énergétique. Donc ça représente à peu près pas loin de 40% de nos programmes qui sont dédiés aux activités, actions contre le changement climatique.
faire une Medcop 21 et participer à cette réunion telle que l'a fait le Prince aujourd'hui, c'est particulièrement important puisque la Méditerranée, c'est aussi une des zones géographiques privilégiées d'action de la Fondation. Et il est certain que les problèmes méditerranéens sont des problèmes spécifiques qui se resituent dans un contexte global, dans un contexte mondial qui est celui de l'évolution du climat, mais qui a des spécificités méditerranéennes. Et donc l'initiative qui a été prise par la région Provence-Côte d'Azur de convoquer cette réunion est effectivement tout à fait pertinente. François Hollande a souligné lors de son discours la nécessité d'organiser une grande conférence sur la coopération économique et sociale dans le bassin méditerranéen, rassemblant l'ensemble des décideurs. En attendant la tenue de cette conférence, la Medcop 21 a souhaité faire passer un message fort de dialogue entre les peuples de la Méditerranée et l'intention de parler d'une même voix en décembre prochain à Paris. Comme vous venez de le voir, le souverain a assisté à la cérémonie d'ouverture de la Medcop 21. Cette conférence est pour lui une importante préparation à la conférence des parties qui aura lieu à la fin de l'année à Paris. Je vous propose de l'écouter à ce sujet. Il y a un ensemble, je crois, de solutions qui existent, et en tout cas de recherche. On a vu aussi dans le village des innovations tout à l'heure, il y a des solutions intéressantes, il y a des sensibilisations du grand public qui sont tout à fait intéressantes, et je crois qu'il faut appeler en amont, grâce à cette Medcop 21, vraiment bien informer le public de la réunion COP 21 en fin d'année à Paris, et de mettre l'accent sur le fait que la région méditerranéenne est très sensible au changement climatique et qu'il faut que l'on trouve et que l'on mette en avant des solutions et sur les grands enjeux liés à l'énergie, liés au mix d'énergie renouvelable pour bien sûr réduire l'empreinte carbone de toutes nos sociétés et de tous nos pays autour de la Méditerranée pour essayer de combattre ces changements climatiques. Si on veut atteindre les objectifs certes ambitieux que nous nous sommes fixés à l'horizon 2020, 2030 ou 2050, ou même au-delà, eh bien il nous faut faire davantage et j'y verrai personnellement. Après Marseille, direction le quartier de Fontvieille où Monaco Télécom a inauguré son nouveau data center en présence de nombreuses personnalités de la principauté. Qu'est-ce qu'un data center? Quelle est son utilité? Fabien Bonilla va tenter d'y répondre dans ce reportage. On oublie le ruban et la paire de ciseaux, nous sommes au 21e siècle et ce nouveau data center a été inauguré à l'aide d'une tablette numérique par le ministre d'État, le président et le directeur général de Monaco Télécom. Le data center, le DC3, est dédié à l'hébergement et la protection des données, notamment des entreprises monégasques, de la région, voire même internationale, ainsi que l'administration, tout cela dans un cadre hautement sécurisé. Aujourd'hui, on est entouré du numérique. Les entreprises, évidemment, tous leurs processus internes, toute leur façon de parler avec les clients, tout ça est évidemment numérisé. Tous les données bancaires sont numérisées, tout est numérisé. Bon. Du coup, ça c'est quoi? C'est énormément d'ordinateurs qui doivent être accessibles en permanence pour délivrer ces données. C'est ce qu'on appelle les serveurs. Ces serveurs, ils ont plusieurs particularités. Première chose, ils sont fragiles. Ça veut dire que si quelqu'un arrive de malveillant ou si quelqu'un sans faire exprès, etc., arrive et déconnecte, évidemment, on perd tout. Donc, il faut qu'ils soient logés dans un environnement parfaitement sécurisé. La deuxième caractéristique de ces serveurs, c'est qu'ils consomment énormément d'électricité. Et que si jamais l'électricité s'arrête, non seulement ils plantent, on n'a plus accès, mais souvent en plus, ils se cassent. Donc il faut concevoir un endroit dans lequel, on est capable de mobiliser énormément d'énergie électrique, et deuxièmement, on est sûr que cette énergie électrique sera totalement et toujours disponible. Et donc, les données devenant de plus en plus critiques, nous produisons de plus en plus de données, donc il faut mobiliser des moyens considérables pour arriver à ces objectifs de garantir la sécurité physique, la sécurité électrique, la sécurité du froid et également évidemment la sécurité des réseaux. Monaco Télécom possédait déjà 2 data centers comprenant 130B, ces grandes armoires informatiques.
Eh bien, ce troisième data center de 1000 m² pourra héberger environ 220 baies, un projet qui a coûté un peu plus de 5 millions d'euros. En principauté, il y a plus d'emplois que de résidents. Et donc les entreprises sont également très exigeantes en matière de services. Donc elles doivent avoir des infrastructures de premier plan. Et du coup, notre objectif, c'est de permettre à ces entreprises aujourd'hui de se concentrer sur leur métier et de ne plus se préoccuper d'avoir finalement soit des placards, soit des salles qui coûtent cher, qui sont compliquées à mettre en place et qui n'atteignent pas du tout ce niveau de sécurité. Et donc, pour pouvoir se décharger facilement sur un acteur dont c'est le métier, voilà, et qui a conçu cet endroit pour que chacune d'entre elles soit chez elle ici. Deuxième objectif, c'est effectivement de fournir ce service-là également au service de l'État, à l'administration, à la sûreté publique, qui peuvent trouver ici également ce niveau de sécurité qu'il est difficile de répliquer dans une démarche spécifique. Ce centre de stockage de données numériques hautement sécurisé a été entièrement réalisé par des entreprises monégasques en partenariat avec des équipementiers internationaux. Ce nouveau data center sera opérationnel début juillet. Elle avait fait sensation en juin 2014 au musée océanographique de Monaco. L'exposition On Sharks and Humanity vient de débuter son itinérance. Avant de rejoindre Pékin en août prochain, elle fait actuellement étape à Moscou. Les explications de Patricia Navarro. C'est en juin 2014 que tout débute au musée océanographique de Monaco. Pour la première fois, un collectif d'artistes s'engage en faveur de la protection des requins. Ils sont une dizaine à avoir répondu à l'invitation du groupe chinois Parkview Arts Action et du musée. En toile de fond du projet, un message fort. Les requins sont aujourd'hui une espèce menacée et il est devenu indispensable de les protéger. Des œuvres sont donc créées spécialement pour sensibiliser le grand public. Et après 9 mois passés à Monaco et plus de 500 000 visiteurs, le projet On Sharks and Humanity connaît un nouveau prolongement à Moscou où l'exposition fait étape à la Fondation Ekaterina. Depuis l'origine, l'exposition On Sharks and Humanity avait pour objectif d'utiliser l'art pour faire passer le message sur l'équilibre nécessaire entre l'homme et le requin. Et comme vous le savez, malheureusement, c'est surtout le marché chinois qui consomme beaucoup les requins, et plus spécifiquement les ailerons de requin. Donc nous avons conçu cette exposition pour qu'elle puisse être exposée en Chine. Mais en attendant, il nous a semblé utile, intéressant, qu'un autre pays en profite. Entre Pékin et Monaco, il y a Moscou. La Russie est un partenaire important de Monaco. Nous sommes en plein au milieu de l'année russe, mais aussi, vous le savez bien, de la Chine. Donc, notre partenaire chinois Parkview, la famille Wang, s'est mis en contact avec notre ami russe, la famille Semenikin, pour imaginer ce projet d'exposition On Sharks and Humanity in Moscou à la Ekaterina Foundation. À Moscou, le nombre d'artistes participants a augmenté. Ils sont ici une vingtaine et présentent des œuvres toutes très différentes. Peinture, sculpture, vidéo, photographie, poèmes et documentaires, mais ayant pour trait commun de parler du sort des requins et de la barbarie dont certains sont victimes, notamment lorsque leurs ailerons sont coupés pour être ensuite consommés. C'est une première exposition des artistes chinois à Russie, à Moscou. Et aussi, les premières pour nous utiliser les thèmes qui collaient avec les thèmes écologiques. Mais il est quand même les premières et plus important à nous, c'est une présenter artiste chinois qui est déjà renommé, mais moderne, actuel, et ça c'est bien pour nous. Près des 3/4 des pièces présentées à Moscou sont inédites, mais certaines se trouvaient déjà à Monaco, au musée océanographique, il y a un an. C'est le cas de l'aileron de requin, réalisé par une artiste monégasque, Belly. Son œuvre pèse 34 kilos et met en lumière la fragilité de cette espèce. Alors cet aileron, en fait, à la base, c'était quelque chose que j'avais envie de faire pour sensibiliser les gens sur le problème du finning. Les requins dont on découpe les ailerons, qu'on rejette vivants à la mer, je trouvais ça épouvantable. Et j'avais déjà dans l'idée, j'avais déjà fait plusieurs peintures, des sortes de messages en fait.
Et c'est venu après le film Océan, quand j'ai vu le film Océan et la découpe d'ailerons sauvages comme ça. Et le fait que 100 millions de requins sont tués, plus de 100 millions de requins sont tués par an, j'ai eu besoin de faire quelque chose et j'ai fait cet aileron qui en fait était une espèce de sensibilisation contre le finning. En août 2015, l'exposition On Sharks and Humanity poursuivra sa mission de sensibilisation en prenant cette fois la direction de la Chine, ce pays qui est à ce jour le plus grand consommateur d'ailerons de requins au monde. À l'occasion des célébrations des 10 ans de règne du prince souverain, je vous rappelle qu'un concert de Robbie Williams sera organisé sur la place du Palais Princier le dimanche 12 juillet. Je vous propose d'écouter Hélène Zacabri, secrétaire générale de la mairie de Monaco, qui vous présente les modalités de cette soirée. Alors, je vais vous présenter plutôt les modalités de retrait des places. Donc, exceptionnellement, cette année, on va donner les places au niveau de l'espace Léo Ferré et non pas en mairie. Donc, l'espace Léo Ferré accueillera les personnes donc, de 9h à 16h sans interruption. Et au niveau des dates de retrait, du 8 au 12 juin, ce sera donc exclusivement réservé aux monégasques. Et après, donc, du 15 au 18 juin, monégasques et résidents pourront retirer les places. Au niveau des modalités donc, réelles pour retirer les places, les personnes devront être munies de leur carte d'identité, carte de séjour pour les personnes résidentes. Également, donc, pour les enfants qui ne détiennent pas de carte d'identité, il faudra que les parents viennent avec leur livret de famille pour retirer les places pour ces enfants. Il est inutile de prendre des places pour des personnes qui ne sont pas résidentes sur Monaco, puisqu'un filtrage sera effectué aux entrées du concert. Des propos recueillis par Vanessa Dessy. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images. Jeudi était célébrée la fête Dieu en principauté. De nombreux fidèles ont suivi la messe en la cathédrale de Monaco avant d'assister à la procession dans les ruelles de Monaco-Ville, emmenée par l'archevêque Monseigneur Barsier. À l'occasion de la journée mondiale de la Croix-Rouge monégasque, l'association a organisé à l'espace Léo Ferré sa traditionnelle braderie. Cette année encore, elle a rencontré un franc succès avec près d'1 millier de visiteurs. Cette journée a permis de réunir plus de 52 000 € destinés au développement des activités et formations en premiers secours en Afrique de l'Ouest. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. C'est l'heure à présent de retrouver notre invité du week-end. Jacqueline Gauthier de Bernardi, bonjour. Bonjour. Alors nous vous recevons ici en tant que présidente de l'association monégasque pour la protection de la nature. Le 5 juin, c'est la journée mondiale de l'environnement initiée par l'Organisation des Nations Unies. Alors c'était l'occasion de vous recevoir sur cette aire marine protégée qui est située au Larvoto. Est-ce que pour commencer, vous pouvez un petit peu nous expliquer et nous présenter votre association et les différentes actions que vous menez ? Bien, l'association a été créée il y a 40 ans cette année, puisque son objectif, à la demande du prince Régnier III, était de créer une zone protégée sur le littoral monégasque. De ce fait, un groupe de bénévoles, donc, dont mon père, puisque c'est vrai qu'on en parle pas mal en ce moment, a mis en place les fondements de l'association d'abord, et puis après de cette aire marine de 33 hectares qui fait partie du patrimoine de la principauté actuellement. Et alors, très récemment, vous avez été récompensé pour votre implication liée au milieu marin. Vous avez reçu le prix Monte Carlo Femme de l'année 2015. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce prix ? C'est un prix qui récompense des femmes pour leurs actions particulières, soit au quotidien, soit dans leur vie professionnelle. Et cette année, le prix était décerné sur le thème « Les femmes et la mer ». Même si nous sommes nombreuses en principauté à œuvrer dans ce domaine-là, je parle de Ramoge, d'Acobams, de Pélagos, de la directrice des affaires maritimes. Bon, j'ai été celle qui a été retenue et élue femme de l'année. C'est vrai que c'est un bel honneur, c'est un hommage, c'est également une récompense par rapport à un investissement quotidien que je fournis depuis que j'ai été élue présidente de l'association. Justement, c'est un engagement que l'on retrouve régulièrement, notamment ici sur cette aire marine protégée. Vous vous occupez, entre autres avec d'autres associations, du nettoyage, plein d'autres actions. Est-ce que vous pouvez un peu nous les présenter ?
Alors, à la base, nous sommes gestionnaires des aires marines protégées de la Principauté. Nous travaillons dans ces réserves en collaboration avec la direction de l'environnement, c'est bien entendu. Au niveau de la gestion, nous menons des actions quotidiennes, c'est toute l'année, c'est-à-dire qu'on plonge dans la réserve, on va observer un petit peu la colonisation des récifs, on contrôle qu'ils se portent bien, autant que les espèces, qu'il n'y a pas trop de déchets au fond de l'eau, donc c'est pour ça que chaque année on va nettoyer les fonds marins. Après, outre la partie visible, c'est-à-dire la partie nettoyage qui nécessite de nombreux plongeurs, tout le reste, nous menons aussi des collaborations avec des scientifiques, notamment avec le laboratoire Écomer de l'Université de Nice, également avec des scientifiques de l'Institut océanographique Paul Ricard, qui sont là derrière nous, qui nous aident, qui nous conseillent et qui nous permettent de mettre en place systématiquement de nouveaux projets que l'on propose également à la direction de l'environnement, qui sont en général validés, parce que c'est toujours pour le bien de nos réserves. Et alors justement, la prochaine opération, dimanche, le balisage des nacres de cette aire marine protégée, vous pouvez nous expliquer comment cela va se dérouler ? Alors c'est une opération relativement complexe. Actuellement, on a 65 plongeurs et à peu près 25 bénévoles qui vont participer. L'objectif, c'est de poursuivre le travail qui a été entrepris à la demande de la direction de l'environnement en 2007, qui consiste à inventorier toutes les nacres de la réserve sous-marine de l'Arvoto. En 2008, il y a eu une première plongée avec des bénévoles. Ils ont poursuivi donc ce travail de balisage puisque les nacres sont toutes équipées de flotteurs qui portent des numéros, et cette année donc, nous allons poursuivre les mesures biométriques des nacres, c'est-à-dire observer la manière dont elles ont évolué, donc leur taille, etc. Voir si certaines se sont déplacées, en tout cas voir dans quel état elles se trouvent. Et c'est vrai qu'on en a 650 pour l'instant à peu près de balisés. Et c'est un gros travail, donc nous aurons 2 plongées, une le matin, une l'après-midi. Une le matin qui partira de la limite inférieure de la réserve, et l'après-midi nous couvrirons la partie restante. On vous souhaite beaucoup de succès pour cette opération. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci beaucoup. Ce journal est à présent terminé. Je vous laisse avec la météo de ces prochains jours et je vous souhaite un excellent week-end sur Monaco Info. Samedi, le temps sera estival, le soleil sera bien présent jusqu'à la mi-journée. Les températures oscilleront entre 25 et 28 degrés. Dimanche, persistance de la chaleur estivale, le ciel sera largement ensoleillé, il fera 29 degrés au plus chaud de la journée. Lundi, le temps sera peu ensoleillé, l'on pourra ressentir une forte chaleur relativement lourde. Et finalement mardi, le soleil sera parsemé de quelques nuages orageux en cours d'après-midi. Il fera 23 degrés le matin et 26 degrés l'après-midi.